Très bien. Je vais commencer. D'abord, je voudrais vous remercier beaucoup pour cette invitation. Ça m'honore beaucoup. Je suis un peu intimidé d'ailleurs de parler devant une telle audience. Ce que je peux faire, c'est en gros vous donner le point de vue d'un économiste sur la protection de la vie privée et la protection des données. Ça vous étonnera peut-être que les économistes travaillent là-dessus, mais ils travaillent. Mais disons que je disais que les économistes travaillent de plus en plus sur les questions de propriété des données. Ce dont je vais parler reflète beaucoup ma recherche personnelle, mais c'est beaucoup plus large que ça en fait. Je vais partager les transparents. Euh, Notre avenir numérique, évidemment, est radieux, on le sait très bien, avec de très belles promesses au point de vue niveau de vie, au point de vue santé, au point de vue inclusion. Mais ce qui m'intéresse peut-être plus, c'est les inquiétudes quant à la montée de la société de surveillance, qui est due à deux choses. D'une part, l'évolution technologique qui rend plus grosse la sphère publique. De plus en plus de choses sont dans la sphère publique grâce aux smartphones, à l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, les réseaux sociaux, etc. Mais en même temps qu'il y a cette expansion de la sphère publique à cause de l'évolution technologique, il y a aussi des évolutions sociétales. Alors de façon très claire avec la notation sociale en Chine, mais aussi on voit aussi la subversion des démocraties par des plateformes. On voit les changements dans les normes sociales. C'est devenu de plus en plus acceptable de divulguer des données personnelles sur d'autres. Et on voit enfin une évolution de la réglementation. Par exemple, en Europe, on a eu la réglementation Google de la Cour européenne de justice sur le droit à l'oubli. On a la RGPD évidemment, et puis plus récemment, on a le cadre juridique sur l'intelligence artificielle. Alors, je vais parler un petit peu de la vision de l'économie sur les sujets suivants. Tout d'abord, le droit de connaître l'utilisation qui est faite des données, les arguments en faveur de la transparence et à quoi sert la transparence, et inversement, quels sont les arguments contre la transparence, quels risques ça fait courir à la société. Et je conclurai avec quelques réflexions sur la notation sociale. Donc, le droit de savoir, il y a des préoccupations, savoir qu'est-ce qu'on fait de nos données, bien sûr. Il y a des préoccupations, certaines ont trait à l'absence de consentement. Simplement, une plateforme peut utiliser nos données sans notre consentement, elle peut sous-investir en sécurité de sorte que ces données peuvent être volées. Et même, il y a toujours ce partage inévitable qui fait que, à partir du moment où on a un graphe social, ce que j'appelle un graphe social, c'est-à-dire une famille, des amis, etc., ils vont parler de nous sur les réseaux sociaux, ils vont partager des photographies, ils vont, etc., avec des informations sur notre santé, sur beaucoup de choses qui nous définissent. Donc il y a ce côté absence de consentement, mais il y a aussi, ce qui me semble tout aussi important, c'est des consentements qu'on donne, mais qui n'est pas éclairé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je clique sur le web, je ne sais pas exactement qu'est-ce que veulent dire les clauses. Je ne sais surtout pas qui sont les 150 partenaires avec qui la plateforme va partager ses données, et encore moins les politiques que ces partenaires appliquent. Euh, alors, sur la RGPD, mon opinion personnelle, c'est qu'elle est bien intentionnée, mais c'est vraiment qu'un tout petit début. Je pense que ça fonctionne pas parce que les coûts de transaction sont beaucoup trop élevés. Donc, il faut d'une part beaucoup plus de normalisation et beaucoup plus de viralité, de sorte que quand on donne un consentement, on sache exactement qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et il faut de la régulation. Et ça, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec la RGPD. Euh, c'est la même chose que, je sais pas, par exemple, vous surveillez pas tout le temps vos économies à la banque. Pour ça, il faudrait que vous regardiez nuit et jour les positions on balance et off balance de votre banque, au bilan et sur le bilan. Et puis, vite retirer votre argent quand il commence à y avoir des dangers. Ça serait complètement idiot à supposer qu'on ait les compétences de le faire. De même, quand vous allez dîner ce soir, vous n'allez pas vérifier toute la supply chain du restaurant. Donc, il y a ce rôle de
de régulation qui est très important pour protéger les consommateurs. Et le point suivant que je voudrais faire est le point sur le choix entre transparence et vie privée. Est-ce que c'est un choix individuel? Est-ce qu'il y a un libre arbitre vis-à-vis de ce choix? Alors, il faut peut-être commencer par le paradoxe de la protection de la vie privée euh, et le fait qu'il y a une certaine déconnexion entre les préférences déclarées des utilisateurs et leurs actions. J'en fais partie, c'est-à-dire que je suis très soucieux de ma vie privée, mais en même temps, je clique dès que je veux avoir un résultat de match de football. Voilà, c'est un sujet. Alors pourquoi le marché de la vie privée, entre guillemets, est-il défaillant? Ben, d'abord, il y a les externalités dont on parlait précédemment. C'est-à-dire que même si vous n'utilisez jamais l'Internet, il n'y a plus beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas, évidemment, mais simplement vos proches, vos amis vont parler de vous. Et donc, il y a beaucoup d'informations sur vous qui sera déjà sur l'Internet de toute façon. Après, il y a une rationalité limitée, ou moi j'appelle pas forcément limitée d'ailleurs, des utilisateurs. C'est-à-dire que on peut pas passer notre vie à surveiller tous les utilisations de toutes les plateformes euh, auxquelles on donne directement ou indirectement nos données. Et donc, il y a le sujet que j'avais évoqué sur l'octroi du consentement éclairé. Enfin, il y a notre impulsivité. C'est-à-dire qu'effectivement, très souvent, je cherche une information et j'ai hâte effectivement d'avoir cette information et je clique pour avoir cette information en ne m'inquiétant pas trop de ce qui va se passer. Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle le marché de la vie privée est défaillant, c'est, je n'ai pas de bonne traduction en français, c'est le unraveling, euh, qui est une idée très simple en économie, mais que vous connaissez tous et toutes. C'est-à-dire que si vous avez par exemple trois notes A, B et C, ceux qui ont A vont divulguer leurs notes, même s'ils ne sont pas obligés de le faire, sachant que ceux qui ont la note A divulguent leurs notes. Ceux qui ont la note B vont la divulguer parce qu'il ne reste plus que les B et les C. Donc, vous les vous séparez des C et puis finalement, toute l'information est quand même si on n'est pas obligé de révéler cette information. Et ça, il faut s'en souvenir, cet effilochage. Quand on vous dit, par exemple, un employeur vous dit, mais vous n'êtes pas obligé de me donner votre page privée Facebook, bah, si vous la donnez pas, vous êtes automatiquement suspect et ça pose un problème. Donc, il y a beaucoup d'échecs du marché de la vie privée. Et la question, c'est où placer le curseur entre la transparence et le respect de la vie privée. Donc, vous avez des juristes très prestigieux comme Richard Posner qui avait dit à un certain moment, la non-divulgation, ça devient de la fraude. Vous avez quelque chose à cacher. D'un autre côté, ça va jusqu'à la science-fiction. J'imagine que vous avez lu le livre Circle, vous avez vu certains épisodes de Black Mirror. Ce qui est un peu moins de la science-fiction, c'est les hommes de verre en RDR avec les Mensch, et donc avec tout ce que ça comporte. Alors, vu d'un point de vue économique, les arguments en faveur de la transparence, ce sont des arguments essentiellement incitatifs. Et c'est vrai que la transparence sur la performance des gens ou des entreprises les incite. Donc, effectivement, si vous travaillez bien, vous allez avoir des promotions dans votre carrière, vous allez avoir des offres extérieures. Les fournisseurs qui font du bon travail, ils vont avoir des bonnes notations sur les plateformes, des bonnes notations sur la responsabilité ESG. Les restaurants vont avoir des bonnes notations qui vont faire venir les clients. Les politiciens qui ne sont pas corrompus, qui font du bon travail pour leurs électeurs vont aussi avoir des bonnes notations, etc., etc. Alors là, c'est vraiment le cas classique économique, c'est-à-dire que l'information promeut l'effort et c'est tout à fait important. Et d'ailleurs, les économistes ont fait énormément de travail en laboratoire et sur le terrain pour montrer que dès que les gens sont observés par d'autres, ils se comportent par exemple de façon plus prosociale. C'est-à-dire qu'ils donnent plus à des organismes charitables, de charité, ils fournissent des biens publics, etc., etc. Donc il y a pas de débat vraiment sur cet argument. Et un autre argument vis-à-vis de la transparence, c'est ce qu'on appelle l'efficacité allocative. D'une part, l'échange est facilité quand l'information est plus symétrique, c'est-à-dire que si je veux échanger quelque chose avec vous et que vous avez l'information que j'ai, vous serez rassuré sur ma volonté de faire un deal honnête avec vous. Il y a aussi une meilleure adéquation dans l'appariement, c'est-à-dire, par exemple, l'exemple typique, c'est d'aider les femmes et les enfants à rester à l'écart des prédateurs sexuels.
ou éloigner les citoyens d'un politicien corrompu. Ça. Donc il y a des bons arguments économiques tout à fait classiques pour la transparence. Mais d'une certaine manière, c'est pas ce qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt les arguments contre la transparence. C'est-à-dire quel problème ça nous pose que un certain nombre d'autres personnes ou d'entreprises ou d'administrations connaissent des choses sur nous. Alors d'abord, il y a la question de la posture. C'est-à-dire on adopte des comportements qui sont des comportements qui visent à influencer l'opinion qu'ont les autres de nous. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été mentionné depuis très longtemps par les philosophes, hein, des gens comme Sartre, par exemple, euh, avec l'idée que la vie privée favorise l'émancipation et l'authenticité. Un grand mot, c'est l'authenticité. Et d'ailleurs, Bernard Williams, par exemple, disait qu'agir moralement, c'est agir de manière autonome et non pas en fonction de la pression sociale, en réaction à la pression sociale. Et on a des exemples dans lesquels la transparence peut responsabiliser trop et induire des changements de comportement par rapport à un comportement authentique. Alors, je vais commencer par des exemples qui sont plus anecdotiques, qui sont les cas où il y a un comportement prosocial, mais les externalités sont très faibles. Par exemple, la politesse exagérée. Quand je fête sur Facebook l'anniversaire de quelqu'un que je connais pratiquement pas, c'est un peu de la posture d'une certaine manière. L'attention excessive à la présentation de soi, c'est aussi de la posture. C'est-à-dire qu'on se comporte à la limite, dans le cas de la politesse, presque de façon trop prosociale. Je fais des travaux actuellement sur à la fois théoriques et aussi empiriques sur la coexistence des sphères privées et publiques. Alors ça, c'est peut-être plus intéressant, c'est-à-dire que quand vous êtes vous êtes un personnage public et un personnage privé à la fois, nous le sommes tous, nous avons tendance à privilégier notre image publique parce qu'évidemment, elle s'applique à beaucoup plus de gens par rapport à la sphère privée. Donc, il y a un déséquilibre dans nos efforts pour se comporter bien. Et on a maintenant pas mal d'évidence empirique que c'est un petit peu le cas. Alors ça, c'est pour les questions consensuelles, où il y a une question claire de qu'est-ce qui est prosocial et qu'est-ce qui n'est pas prosocial. Alors, il y a aussi les questions qui fâchent ou les questions qui divisent. Alors, typiquement, c'est la politique, c'est l'orientation sexuelle dans les pays qui n'ont pas assez évolué, c'est la religion, c'est la laïcité, c'est les vaccins, ce sont est-ce que vous êtes végétarien ou pas, c'est l'avortement, etc., etc. Et là, il y a un autre problème qui se pose, qui est un peu différent, qui est le fait que la transparence peut créer de l'ostracisme, de la discrimination, de la violence, qui peuvent être perpétrés par différentes personnes. Ça peut être les employeurs, les collègues, les maîtres chanteurs, les gouvernements, enfin peu importe. Euh, et là, c'est assez grave. Donc, face à ces sujets qui sont très, euh, finalement, qui séparent la société en plusieurs groupes, il y a deux réactions qu'on peut avoir à la transparence. Quand on est exposé à la transparence, la première, c'est de changer de comportement et donc ne pas se comporter de façon très authentique. On n'ose plus dire ce qu'on pense, on n'ose plus, si par exemple on prend des drogues, on n'ose plus aller dans un centre de désintoxication ou partager des informations avec le médecin. On obéit aux vues majoritaires sur un certain nombre de sujets. L'autre possibilité, plutôt que de changer de comportement, c'est de se retirer finalement dans un espace sûr. Alors, je n'ai pas de bonne traduction à ça, mais il y a un espace physique qui vous protège. Ça peut être une maison, ça peut être un club privé, une église, une loge maçonnique, ça peut être un parti politique, ça peut être aussi virtuel. On a des groupes Facebook de gens qui pensent tous la même chose. Donc, être dans un endroit, un espace sûr où vous ne serez pas agressé par des gens qui ont des opinions différentes, avec la conséquence, évidemment, que vous serez essentiellement avec des gens qui pensent comme vous. Alors ça a plusieurs coûts. Ça veut dire que déjà, vous profitez moins de l'espace public. Donc ça, c'est le cas des minorités sexuelles, par exemple, qui n'osent pas sortir ensemble dans l'espace public. C'est le cas aussi des femmes qui avortent parce que dans des circonstances dramatiques, parce qu'elles sont dans une société où c'est réprouvé. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un renoncement à un graphe social qui pourrait être plus optimal parce qu'il aurait plus de diversité.
Et il y a des coûts sociaux très importants qui sont des coûts collatéraux des espaces sûrs, et on les voit actuellement. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans un espace sécurisé, vous êtes dans un espace de gens qui pensent comme vous, il y a des comportements que j'appellerais des comportements de surenchère, une posture excessive pour essayer de montrer qu'on est plus catholique que le pape, d'une certaine manière. Et donc, il y a des problèmes de surenchère dans cette vision d'appartenir au groupe, qui peut être à la fois volontaire, c'est-à-dire qu'on veut montrer aux autres qu'on fait vraiment partie du groupe, ou elle peut être imposée par la menace de outing ou d'exclusion du groupe. Et on le voit aujourd'hui avec les narratifs, les fake news, la théorie du complot, les groupes Facebook, etc. Alors, il n'y a pas que ça, hein, bien sûr, mais ça fait partie du contexte général de ces sujets qui divisent et qui fâchent. Deuxième sujet qui intéresse les économistes, je vais peut-être un peu trop vite, j'espère que je ne parle pas trop vite, c'est la discrimination. Alors, ça, c'est beaucoup plus de l'économie classique, euh, qui a été étudiée depuis très longtemps, en fait, depuis le début du XXe siècle et même avant, puisque Jules Dupuy, dans les années 1840, l'étudiait déjà, mais qui a pris un tour nouveau, qui est que les plateformes savent tout sur vous. Et comme les plateformes savent tout sur vous, elles savent si vous êtes bien informé ou mal informé, si vous savez distinguer un produit défectueux d'un produit qui n'est pas défectueux, est-ce que vous voulez vraiment acheter cette voiture ou pas, etc., etc. Donc, par vos comportements de search sur le net, par vos comportements vos emails, etc., etc., et par votre graphe social, ils savent tout sur vous. Donc, ils savent votre propension à payer et votre propension à refuser des biens qui sont de qualité moindre. Et donc, ça a beaucoup d'impact et c'est un danger évidemment pour les consommateurs. Et c'est un danger aussi pour l'assurance. Alors, c'est un vieux thème en économie, l'idée que si par exemple les compagnies d'assurance santé sont autorisées à discriminer selon le fait que vous ayez un cancer ou pas, évidemment, ceux qui vont avoir un cancer ne vont plus avoir de couverture santé. Et c'est pour ça d'ailleurs que les systèmes privés européens, quand ils sont privés, insistent sur l'absence de discrimination. Euh, mais c'est dramatique aujourd'hui avec l'Internet, avec la génétique. On peut avoir cette information qui est partout sur le web et qui va induire des comportements de discrimination au niveau de l'assurance. Mais l'assurance, c'est pas seulement vis-à-vis de la santé, c'est la vie personnelle, c'est l'accès au marché du travail, c'est encore beaucoup d'autres choses, c'est l'égalité entre genres, entre ethnies, etc. Donc ça, c'est un thème économique tout à fait classique. Euh, Troisième thème qui est important, c'est la violation du droit à l'oubli, qui est un droit assez fondamental qui existe depuis très longtemps, non seulement dans le droit de base, mais aussi dans les religions. La plupart des religions acceptent le droit à l'oubli. Qu'est-ce qu'on dit par là? Qu'est-ce qu'on entend par là? Simplement que si on commet une faute, on paie pour cette faute, mais on repart avec une ardoise clean slate, je ne sais pas comment on dit, on repart avec une deuxième chance, c'est un nouveau départ, et qui est une idée d'ailleurs incitative. Hein, c'est très économique comme idée en fait. C'est simplement que si vous avez commis un crime, par exemple, et que l'information ne disparaît pas, vous êtes condamné à vivre dans le crime parce que de toute façon, vous n'aurez pas de deuxième chance, vous n'aurez pas d'emploi, vous n'aurez pas, etc. Et donc, l'idée, c'est effectivement qu'à un certain moment, on remette la pendule à zéro et puis on dise maintenant on recommence. Et on le voit dans la plupart des crimes, et surtout des crimes qui sont commis ou des délits qui sont commis par des jeunes, où là, effectivement, il y a des raisons particulières pour recommencer à zéro. Seulement, le problème avec les données aujourd'hui, c'est que les données peuvent circuler éternellement sur le net. Et donc, ce droit à l'oubli n'existe pas. Et on voit très bien les difficultés, les limites du règlement Google de 2014. Enfin, je sais qu'il est un peu tard, donc je ne veux pas prendre tout votre temps.
Je voudrais parler un petit peu de recherches qui me tiennent à cœur, qui ont été publiées récemment sur l'intégration des données et sur la question du score social. Donc, il y a encore 5 ans, très peu de gens connaissaient cette question de score social. Maintenant, je pense qu'on en a parlé tellement dans les journaux que ça devient assez emblématique. C'est un phénomène chinois et je dirais non, non, pas du tout, c'est pas un phénomène chinois. Pour l'instant, c'est un phénomène chinois pour plusieurs raisons. D'abord par le régime, mais aussi par la technologie qui est très avancée en Chine. Vous allez dans les entreprises chinoises, même il y a 5 ans, vous regardiez la reconnaissance faciale dans les entreprises commerciales chinoises, c'était déjà il y a 5 ans complètement inouï. Et donc il y a des conditions qui facilitent finalement cette construction de la notation sociale, mais pour moi, c'est quelque chose qui va se propager dans de nombreux pays également. Alors qu'est-ce que c'est la notation sociale? La notation sociale, c'est le fait que chaque citoyen a une note, 512, 615, euh, et c'est une note publique. Ceci dit, par la théorie de l'effilochage, le fait qu'elle soit publique n'est pas si important parce que de toute façon, quand les gens ont une bonne note, ils la révèlent. Euh, et cette note unique est un agrégat de plusieurs critères qui ne sont pas figés parce qu'il y a eu du retard dans la mise en œuvre. Et on ne sait toujours pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Mais on a les pilotes, donc on peut, à partir des pilotes, voir déjà un petit peu qu'est-ce que ça pourrait être et puis extrapoler, même si l'extrapolation ne sera pas forcément très bonne. Alors certains des critères sont pas déraisonnables, hein. Est-ce que vous avez remboursé vos emprunts? Est-ce que vous avez payé vos impôts? Est-ce que vous êtes respectueux de l'environnement? Est-ce que vous conduisez à 100 à l'heure dans le centre-ville? Bon, c'est pas complètement déraisonnable. Il y en a d'autres qui sont raisonnables mais totalement manipulables. Aucun d'entre nous n'aime les fake news, mais évidemment, euh, qu'est-ce qu'on appelle une fake news? Évidemment, si c'est tout ce qui va à l'encontre des vues et des lois promulguées par le gouvernement, c'est très grave. Et enfin, il y en a d'autres qui sont déjà très peu attrayants au départ, c'est mettre le graphe social. C'est-à-dire que si votre notation dépendra de la notation de vos amis, vos traits de caractère, vos opinions politiques, vos opinions religieuses. Et donc, on va avoir un score social qui va être basé sur tout ça. Et l'objectif de tout ça, alors si vous avez l'objectif officiel, il est clair, c'est l'objectif en faveur de la transparence, c'est-à-dire que ça donne des bonnes incitations, c'est que vous n'allez pas conduire à 100 à l'heure dans le centre-ville, etc., etc. Euh, mais et ça va être implémenté de deux manières. Tout d'abord par la stigmatisation publique, un pilori moderne d'une certaine manière, et aussi par certaines sanctions incitatives, comme des restrictions d'accès à l'emploi, au transport, au visa pour aller à l'étranger, et même à l'éducation. C'est-à-dire les bonnes écoles de vos enfants, il faudra peut-être y renoncer. Voilà. Donc l'idée théorique que j'ai développée dans ces recherches, c'est de, de dire que, en fait, la publication d'un score social, effectivement, ça renforce les préoccupations des individus en matière pro-sociale, et donc leur image peut être meilleure, et donc par conséquent, ça peut stimuler les comportements prosociaux. Ça, c'est vrai. Et ça veut dire qu'effectivement, les gens qui vous connaissent déjà vous connaissent mieux, et de plus, ceux qui vous connaissent pas encore vont vous connaître. Et c'est exactement ce qui se passe sur eBay, sur Uber, etc. C'est grâce à la notation, vous savez que vous n'êtes pas en face de quelqu'un de malhonnête, a priori pas, ou un psychopathe, etc. Euh, donc on a quand même des bénéfices qui sont clairs, mais le gros danger, c'est que l'État, et je reviendrai là-dessus plus tard, mais aussi les plateformes, les organisations religieuses, peuvent exploiter l'intérêt des agents pour le score social des autres afin de promouvoir leur agenda politique. Euh, de deux façons. Tout d'abord en mélangeant dans une seule notation le comportement prosocial, donc est-ce que les gens se comportent bien dans la société, et leur attitude politique. C'est-à-dire est-ce qu'ils sont en dissidence ou en obéissance vis-à-vis, par exemple, de l'État ou de la religion ou de la plateforme. Je reviendrai là-dessus.
Et l'autre chose qu'ils peuvent faire, c'est utiliser la culpabilité par association pour frapper davantage les dissidents. Je vais aussi expliquer pourquoi. C'est-à-dire dire que la notation d'une personne dépend du graphe social et des notations des personnes dans le graphe social. Alors, ma vision dans cet article est beaucoup plus Huxley qu'Orwell. Je ne sais pas si vous avez lu cette lettre d'Huxley à Orwell en 1949. 1949, c'est la date de parution de 1984. Et Huxley commençait sa lettre en disant, écoutez, Monsieur Orwell, vous avez écrit un livre absolument merveilleux, j'ai adoré, etc., etc., mais il est complètement à côté de la plaque. Et alors, son raisonnement était intéressant. Son raisonnement, c'était de dire, mais vous savez, l'État policier dont vous parlez, ça va être extrêmement coûteux. Et l'État, en fait, va chercher des techniques qui feront exactement la même chose, mais de façon beaucoup moins coûteuse. Alors, à l'époque, il n'avait pas à l'idée la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle et tout ça. Mais disons que l'idée était déjà là dans Huxley. Et, euh, et le point principal, c'est effectivement qu'aujourd'hui, le coût marginal de savoir quels sont vos goûts, vos opinions politiques, vos amis, etc., est devenu proche de zéro avec la reconnaissance faciale, et les caméras partout, avec les réseaux sociaux, avec euh, l'intelligence artificielle, etc. Et donc, Huxley avait cette vision très, très visionnaire, en fait, par rapport à Orwell, je pense. Alors, les principales conclusions, c'est qu'effectivement, l'État va mélanger, en fait, des données qui peuvent être utiles sur le comportement prosocial avec des données sur l'obéissance vis-à-vis de l'État. Et il le fera parce que c'est coûteux pour la société, que s'il est suffisamment autocratique, c'est-à-dire s'il met suffisamment de poids sur son pouvoir par rapport au bien-être social. Alors, sa capacité à faire ça sera beaucoup plus élevée dans ce que j'appellerais une société d'inconnus, de relations transitoires, de relations dans les grandes villes, de relations sur les plateformes, beaucoup plus qu'une relation dans un village, par exemple. Pourquoi? Parce que quand on connaît bien les gens à qui on a affaire, évidemment, la notation n'a pas beaucoup d'importance. On sait très bien qui sont ces personnes. Alors, il y a d'autres conclusions, je vais peut-être passer là-dessus. Et je voudrais parler rapidement de l'utilisation du graphe social du citoyen, et en particulier la culpabilité par association, le fait que la perception d'une personne dépend de ses fréquentations. Donc, par exemple, ça peut prendre la forme qu'une relation avec une personne qui figure sur une liste noire entache le score social d'une personne qui, par ailleurs, autrement ne figurerait pas sur la liste noire. Alors, la préoccupation, évidemment, c'est la destruction du tissu social. C'est-à-dire que si moi, je suis, par exemple, un dissident, et je suis sur la liste noire, et qu'on est vu ensemble à prendre un café, ou si vous m'invitez à une merveilleuse conférence sur le web des Lumières, ben dans ce cas-là, vous serez automatiquement entaché, vous souffrirez le fait que je sois sur la liste noire. Et vous-même, vous pourriez entrer dans la liste noire. D'accord? Et ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment, vous n'allez pas prendre un café avec moi et vous n'allez pas m'inviter à cette conférence. Évidemment, toute l'idée, c'est de me transformer en paria social. Ça augmente encore le coût par rapport aux autres coûts. Et donc, ça me coupe du reste du monde. Donc, la conclusion que j'obtiens, c'est qu'incorporer le graphe social d'un individu dans son score social, ça engendre des coûts sociaux énormes, mais de nouveau, ça peut attirer les régimes autocratiques parce qu'elles renforcent l'emprise de l'État sur la société. Et c'est une stratégie ancienne. Alors, on parle toujours de la Stasi. J'ai des anecdotes d'ailleurs à ce sujet, mais il n'y a pas que la Stasi, où effectivement, en Allemagne de l'Est, on se méfiait de ses amis, de ses époux, de ses enfants, de tout le monde. Mais les ordres religieux ont fait la même chose avec l'excommunication. C'est-à-dire qu'ils excommuniaient des dissidents, en quelque sorte, mais en plus, ces ordres religieux, en général, demandaient aussi à ce que les membres arrêtent de fréquenter l'excommunié, de sorte de le couper de sa communauté, même si c'était sa famille, etc. Enfin, donc, c'est une stratégie très ancienne, mais ce qu'il y a de nouveau, effectivement, c'est que l'État peut s'en emparer à un coût vraiment très, très faible. Alors, alors quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que les plateformes peuvent faire la même chose aussi.
les plateformes, évidemment, ne notent pas les politiques, mais elles peuvent contrôler les politiques en choisissant, parce que en particulier Facebook et Google sont des organes de presse, et donc peuvent choisir un petit peu comment ils font une représentation de l'homme politique. Et si cet homme politique demande plus de mise en œuvre de la politique de la concurrence, demande plus de restrictions sur la vie privée, sur le respect de la vie privée, etc., etc., ben, de même, la plateforme peut facilement se punir, lui donner un mauvais score social, l'homme politique. Voilà. Donc, pour conclure, et je vais m'arrêter là, j'ai peut-être essayé de couvrir un peu trop de matériaux, mais je voulais simplement dire que les économistes s'intéressent beaucoup à ces sujets depuis maintenant quelques temps et d'ailleurs travaillent sur ces sujets. Moi, je travaille des psychologues aussi. On travaille avec des sciences humaines et sociales en général. Et j'appellerais finalement un peu de ce que j'appellerais la science-fiction sociale. Alors, il y a toujours l'adage célèbre que ceux qui ne tirent pas les leçons de l'histoire sont condamnés à la répéter. C'est tout à fait vrai. Mais ceux qui ne parviennent pas à anticiper l'avenir sont aussi dépassés par les événements. Et si les nouvelles technologies sont porteuses de défis sociétaux sans précédent, ça va être absolument incroyable, on le voit déjà maintenant, il va y avoir aussi des défis incroyables, euh, dont les défis qui ont trait à la vie privée. Et donc, ce qu'il faut, c'est utiliser les sciences sociales, dont fait partie l'analyse économique, pour essayer de comprendre quel va être notre avenir collectif, et puis affronter les différents dilemmes éthiques et élaborer des réponses intelligentes. Et pour faire mon mea culpa, je pense que les sciences humaines et sociales sont en retard dans cette anticipation. Et donc, je fais un peu un appel pour que plus de choses se passent dans le domaine. Voilà, je vous remercie beaucoup et encore merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites par cette invitation. Daniel, je ne sais pas si on a, on a un peu de temps pour les questions. Je sais qu'il est tard. Moi, c'est un petit peu à vous de décider Oui. qu'est-ce que vous voulez faire. Bon, merci beaucoup d'abord Jean Tirole, l'honneur est pour nous. Donc nous sommes très, très heureux et peut-être un peu aussi inquiets, mais c'est un message de courage et une incitation que tu nous transmets. Oui, on peut passer un petit moment, peut-être 5 ou 10 minutes, pour des questions, un dialogue avec l'assistance ou par Zoom, mais moi j'ai plus de contact avec Zoom là, en ce moment. Est-ce qu'il y a des questions ou Je crois pas qu'il y ait de questions sur sur Zoom. Zoom? Mathias, vas-y, pose une question. Alors, paradoxalement, merci beaucoup, professeur Tirole, pour cette présentation extrêmement éclairante. Vous n'avez pas beaucoup parlé du travail, de l'IA au travail. Est-ce que vous avez, qui pose des questions spécifiques, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez réfléchi ou vous avez quelques vues particulières? Je vous remercie pour cette question. C'est une excellente question et effectivement, c'est aussi encore un domaine sur lequel les spécialistes des sciences humaines et sociales n'ont pas assez travaillé parce qu'il faut bien comprendre qu'on va faire face à un choc énorme avec l'intelligence artificielle. La technologie est beaucoup plus importante que la mondialisation. En tout cas, c'est l'avis des économistes. C'est plus important que la mondialisation dans les chocs du travail. Et donc, euh, le choc technologique n'est pas nouveau. Enfin, c'est depuis plus de 2 siècles que ça dure. On se souvient de la révolte des Ludites en Angleterre au début du 19e siècle et la peur de perdre son travail à cause du progrès technologique. Mais les économistes ont toujours dit, dans l'ensemble, avec quelques exceptions, ont toujours dit, mais vous inquiétez pas, il y aura toujours des nouveaux emplois qui se créent. Heureusement, parce que sinon on serait à 99,9% de chômage aujourd'hui. Depuis 200 ans de création d'emplois et de disruption technologique, il y a effectivement donc il y a toujours des autres emplois qui se créent. Il y a des problèmes de transition, il ne faut pas les oublier. On les a trop oubliés, par exemple avec la mondialisation. Euh, et la différence avec
d'une certaine manière, on est dans la continuation, mais la grosse différence, c'est que le, le choc va être très rapide. C'est-à-dire qu'au lieu d'affecter quelques pourcents de la population, il va affecter beaucoup plus que ça. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir un problème sociétal gigantesque. Encore une fois, dans un contexte où le pouvoir d'achat va augmenter énormément, la santé va s'améliorer, etc., etc. Mais on va avoir un problème sociétal gigantesque avec des gens qui vont perdre leur emploi, y compris des emplois parfois très qualifiés. Enfin, on voit aujourd'hui des spécialités médicales de pointe. On voit déjà l'intelligence artificielle faire aussi bien que les spécialistes, qui sont des gens hautement qualifiés. Mais alors, je ne parle pas des emplois moins qualifiés, où ça devient dramatique. Et donc, ça veut dire plusieurs choses. Hein. Ça veut dire d'abord que les emplois, on ne va pas avoir un emploi dans la vie. Il va falloir se reformer, donc il va falloir améliorer notre éducation, qui en France, malheureusement, n'est pas toujours ce qu'elle devrait être, mais aussi la formation continue, parce qu'il va falloir investir de façon plus forte en formation continue. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, pour être honnête, mais c'est très important. Il va falloir adapter le marché du travail, parce que à partir du moment où on va changer d'emploi de plus en plus vite, ben, c'est vrai que le vieux marché du travail français, bon, il va pas être adapté. C'est-à-dire qu'il faut encourager les entreprises plus à investir dans leurs salariés, d'investir dans la formation continue. Il faut avoir des systèmes flexibles, un peu genre bonus-malus, qu'on avait recommandé avec Olivier Blanchard il y a 20 ans et qui commence vaguement à être mis en œuvre en France. Mais c'est le genre de truc, mais on n'a pas de recette miracle et je pense qu'on n'est pas prêt parce que on peut toujours dire, ben, on va donner un revenu minimal. Ce revenu minimal existe toujours dans les pays, dans pratiquement tous les pays développés, mais les plus faibles. Donc, on peut imaginer qu'il y a des gens qui vont toucher un revenu minimal plus élevé, avec une prime d'activité, qui est une bonne chose. Mais c'est vrai que les gens vont peut-être plus vouloir prendre des emplois qui vont être rémunérés 500 euros au lieu ou des choses comme ça. Et ça pose des problèmes, des tas de problèmes sociétaux, y compris la dignité humaine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent garder leur graphe social, de nouveau, leur graphe social, qui veulent penser être utile à la société, être utile à la société, qui vont subir un drame. Donc il va falloir anticiper tout ça. Et on a besoin des psychologues, on a besoin des sociologues, et on a besoin des économistes, on a besoin des anthropologues, enfin tout le monde. Tous les spécialistes de sciences humaines et sociales doivent se mobiliser pour essayer d'anticiper. Alors, c'est pas facile et c'est pour ça qu'on l'a pas fait beaucoup, mais je pense qu'il y a un défi absolument fondamental ici avec l'intelligence artificielle. Je vais peut-être à mon tour poser une question. Tu voulais poser une question, Florian, c'est ça? Oui, éventuellement. Si, Alors, vas-y. je voulais réagir au titre finalement de votre livre qui parlait de l'économie du bien commun. Je voulais vous demander la place que vous faisiez au bien commun au pluriel, entre guillemets. Et, cette nouvelle, enfin, pas plus si nouvelle maintenant, approche. Ben, la question, c'est un peu qu'est-ce qu'on appelle le bien commun. Donc, je me suis efforcé dans le livre d'essayer de définir ce qu'était le bien commun. Alors, chacun peut avoir son idée, hein, bien sûr, mais une des grandes difficultés en définissant le bien commun, c'est de savoir dans quelle société pardon. Une des grandes difficultés en définissant le bien commun, c'est que nous avons tous une position différente dans la société. Et c'est pas seulement l'éducation, le travail, c'est le genre, ça peut être, est-ce qu'on est né dans une famille riche ou pauvre, instruite ou pas instruite, est-ce qu'on a les bons gènes, est-ce qu'on va avoir un cancer, quelle est la religion, quelle est ceci, quelle est cela. Et donc, les préférences sexuelles, etc. Donc, il faut essayer de comprendre quel genre de société on voudrait créer. Et donc, il y a une vieille tradition philosophique qui consiste à dire, ben, plaçons-nous derrière le voile d'ignorance, et on ne sait pas si on va être un homme, une femme, si on va naître dans une famille aisée ou pas, etc., etc., etc. Si on est aujourd'hui ou est-ce qu'on va souffrir dans 30 ans, de 40 à 70 ans du réchauffement climatique, par exemple. Donc, il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Mais cette expérience de pensée, parce que c'est une expérience de pensée en fait, donne déjà beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure de l'assurance santé généralisée. Bah, si vous n'êtes pas encore né, vous voudriez bien être assuré contre le risque d'avoir une mauvaise santé.
vous voudriez être assuré contre le risque de perdre votre emploi quand c'est pas votre faute, par exemple. Ça, c'est complètement évident, vous devez être complètement assuré, etc., etc. Vous devez contre la discrimination. Si vous êtes né une femme plutôt qu'un homme, il n'y a pas de raison que vous soyez discriminé. C'est évident, mais c'est déjà derrière le voile de l'ignorance, il n'y a pas photo, c'est très clair. Donc il y a cette idée. Après, on peut aussi parler de choses plus particulières, comme la préservation de l'environnement et des biens divers communs, de faire en sorte que, effectivement, mais ça fait partie du bien commun global. Avec cette difficulté derrière le voile ignorance, c'est comment on pondère finalement les, le bien-être de générations différentes. Par exemple, quand on prend le problème du climat, c'est vrai que nous sommes très égoïstes. Ma génération, en tout cas, est très égoïste, a été très égoïste. Et ça veut dire qu'on ne pondère pas assez, finalement, les générations futures, même si, évidemment, on se le cache même à soi-même. Euh, donc, ça pose des problèmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ou... Si je peux me permettre une troisième question pour revenir un petit peu au thème de ton exposé d'aujourd'hui. D'abord, oui, en gros, personne ne veut une Stasi facile et bon marché à implémenter parce qu'il suffit de quelques serveurs et un peu d'intelligence artificielle. Donc, clairement, même si tu ne l'as pas dit explicitement, tu espères que nous résisterons par la connaissance et par l'action et par la volonté politique à l'établissement d'un ordre de ce genre. Et ma question particulière est la suivante. Est-ce que tu penses que ces outils, les outils eux-mêmes qui rendent donc le profilage social, le score social, etc., si faciles à implémenter, peuvent aussi en quelque sorte être retournés en instruments de résistance en quelque sorte à cette transformation infernale de la société? Je serais peut-être un peu plus pessimiste que ça. J'aimerais bien pouvoir délivrer un message d'optimisme, mais c'est vrai qu'avec le printemps arabe et tous ces événements, on avait dit, ben voilà, la démocratie maintenant peut être favorisée par les réseaux sociaux, par ce genre de choses. Bon, on a déchanté un peu avec les réseaux sociaux en 2016, etc. Mais disons qu'on avait cette vision que la démocratie serait peut-être plus facile à mettre en œuvre, y compris dans des États autocratiques, grâce à l'intelligence artificielle, aux réseaux sociaux, etc. Maintenant, c'est quand même plus difficile parce que on voit très bien qu'une fois que un État a installé ce genre de surveillance et l'utilise, ça devient très dur de se mobiliser. C'est-à-dire que j'ai essayé de réfléchir, je vais régulièrement en Chine, j'essaie de réfléchir un petit peu, est-ce que Tiananmen pourrait exister aujourd'hui? J'ai des doutes. Est-ce que le printemps arabe, parce qu'évidemment, ne serait-ce que de mobiliser les gens, il faut contacter les gens, il faut les voir dans un café, il faut circuler en voiture avec eux, mais évidemment, on sera vu avec eux, etc. Donc, ça devient très compliqué de mobiliser un groupe. Et de même, le printemps arabe, si les gouvernements arabes avaient eu la technologie chinoise, comme je dis, ça va se propager à beaucoup de pays dans 5 ans, ça devient difficile. Donc, in fine, moi, je me trompe peut-être, je suis pas spécialiste de sciences politiques, mais la façon dont je vois les choses, c'est que la révolution en Chine ne peut venir que maintenant qu'à l'intérieur du parti. Parce qu'en dehors du parti, ça va être extrêmement difficile pour les citoyens de se mobiliser, euh, parce qu'immédiatement, ils sont fichés et ils sont exposés à énormément de choses. Donc ça, c'est vraiment un message qui est peut-être un petit peu pessimiste. Alors évidemment, on peut toujours dire, bah, ce qu'il faut, évidemment, c'est un état de droit avec une Cour suprême indépendante qui interdit ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est bien. Je pense que la plupart d'entre nous ne sommes pas trop inquiétés sur la démocratie américaine, un petit peu quand même, mais lors de l'élection de 2016, parce qu'on savait qu'il y avait une Cour suprême. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, la Cour suprême, on voit que après 200 ans de bons et loyaux services, elle risque de poser problème dû à son caractère extrêmement partisan. Mais plus généralement, on le voit aussi en Europe, c'est-à-dire que si les cours suprêmes ne sont plus respectées par un État autocratique, bah, de toute façon, elles ne servent plus à grand-chose. Donc ça, c'est un problème fondamental. Donc
ça donne un message assez pessimiste, malheureusement, mais après, on peut voir. Ouais. Mais je crois que le problème principal, c'est le problème de la mobilisation collective, quoi. Comment on va pouvoir faire ça dans, dans ce nouveau monde? Merci. D'abord, je pense que j'ai mis en emphase effectivement les côtés négatifs de la chose. Il y a énormément d'aspects extrêmement positifs que j'ai mentionnés en une ligne, en quelque sorte. Donc, je crois que je suis là plutôt pour dire qu'il y a des problèmes potentiels et qu'il faut réagir à ces problèmes potentiels et s'y préparer surtout. Donc, ça, ensuite, bah, je fais confiance au peuple. Enfin, c'est pas la première fois. Je veux dire, je m'imagine mes parents, nos parents, quand ils sont sortis de la guerre 18 ou de la guerre en 1945, se sortant d'une guerre absolument horrible, d'un génocide et entrant dans la guerre froide, et la bombe atomique qui menaçait tout, je peux imaginer comment ils raisonnaient. Et donc, finalement, on a réussi à s'en sortir déjà beaucoup mieux. Peut-être qu'on va trouver justement des parades. Et puis, je pense aussi que même s'il y a des États autocratiques qui vont en profiter de ce genre de choses, il y a, comme je le dis, il peut y avoir des révolutions au sein du parti. On peut voir des choses comme ça qui se passent. Et on peut aussi avoir effectivement une influence forte. L'effondrement du bloc soviétique était quand même quelque chose, une surprise quand même très agréable d'une certaine manière. C'est qu'on pensait que ça allait se terminer dans un bain de sang, tout ça. Bonne sang, oui. Et là, finalement, c'est passé, alors grâce aussi à Gorbatchev, grâce aussi à un certain nombre de gens comme ça, mais ça s'est passé de façon relativement pacifique. Donc, il faut aussi voir un peu ce côté positif, c'est-à-dire qu'on avait quand même une résilience, enfin, c'est un mot banal de nos jours, mais une résilience collective qui est là. Donc, à partir du moment où on est conscient des dangers, mon rôle, c'est vraiment de pousser cette conscience des dangers, ben, il y a quand même une bonne chance de s'en sortir. Mais bon, il faut pas attendre. Il faut, quand on voit ce qui se passe sur le climat, ben, je veux dire, notre performance collective n'est pas très très bonne. Il faut bien le dire ce qu'il y a. Et une partie de notre échec vient du fait qu'on nie le problème des incitations, des choses comme ça, qu'on n'arrive pas à se représenter. Et ça fait 30 ans qu'on attend sur les questions du climat. Donc, il y a une question effectivement de mouvement collectif à organiser pendant qu'il est encore temps. Oui. Merci, merci infiniment de nous avoir un peu remonté le moral à la fin. En tout cas, ce que nous retenons, c'est que tu nous invites tous, enfin tu invites les sciences sociales à s'associer à la technologie, aux sciences exactes pour aborder avec sérieux et obstination les problèmes sociétaux d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean Tirole. Merci infiniment. Ben, merci beaucoup.